Je vais tout de suite commencer par introduire la journée en parlant un petit peu plus, un peu plus longtemps que les autres, peut-être parce que je vais essayer de poser la problématique en parlant de la politique chinoise d'innovation. Avant d'aborder la question centrale, qui est celle de l'intelligence artificielle. Bon, on sait que l'innovation demande d'abord des talents humains, des financements, elle est la capacité de développer des produits, de nouveaux produits sur des marchés croissants, souvent à l'aide de la propriété intellectuelle, mais pas simplement, il peut y avoir le secret. Regardons l'histoire de la route de la soie, jusqu'au XIIIe siècle, les Occidentaux n'ont pas su le secret de fabrication de la soie, ce qui a permis à la Chine de capter une valeur ajoutée assez conséquente. Bon, les écosystèmes d'innovation, ils sont généralement nationaux. Ils varient selon la part du secteur public et du secteur privé, le degré d'insertion de l'économie dans le système global, les liens entre le complexe militaro-industriel et le secteur civil. Et en même temps, l'innovation, ce qui est important, et c'est pour ça que ça justifie l'organisation de notre journée, elle est généralement concomitante de la créativité. L'innovation économique, sociale et institutionnelle stimule généralement la créativité artistique. Le meilleur exemple, c'est le Quattrocento italien, le XVe siècle italien, où l'Italie est devenue le centre de l'innovation à la fois institutionnelle, avec les cités-États, les républiques, scientifiques et artistiques de l'Europe. Un fort lien existait entre une éducation qui insistait sur les techniques de mesure et les concepts géométriques, et qui a permis aux artistes de cette époque d'accorder une attention particulière aux structures des formes, au volume et à la superficie des corps, qui ont ouvert la voie, avec Paolo Uccello, la découverte de la perspective, la renaissance artistique en sculpture. Dans le cas chinois, il y a un tableau assez contrasté si on parle d'innovation. D'une part, une vitalité littéraire et artistique globale à l'heure actuelle, qui se vérifie sur tous les continents, avec des artistes qui sont parfois d'ailleurs émigrés à l'étranger, mais qui font partie de la culture chinoise et qui forment des sortes d'hybridation culturelle. Et puis d'autre part, une difficulté à mesurer le degré réel d'innovation. Tous les plans chinois, par exemple, depuis le premier qui était né en 2006, avec lequel nous avons écrit un article avec Stéphane Grimbach il y a quelques années, le plan sur le développement scientifique et technologique à moyen terme, qui était lancé en 2006, tous ces plans sont fondés sur un point de vue techno-nationaliste, c'est-à-dire des stratégies de substitution à l'importation et de promotion des exportations. Le marché chinois est ouvert aux entreprises étrangères tant que le fossé technologique existe. Quand le fossé technologique est rattrapé, le marché chinois a tendance à se refermer par toute une série de barrières non tarifaires, tandis que le gouvernement chinois stimule la part des entreprises nationales sur le marché à la fois intérieur et développe une puissante politique d'acquisition de technologies, de haute technologie à l'étranger, aux USA et en Europe, par le biais d'une vague d'investissement et de fusion-acquisition, surtout depuis la crise mondiale de 2008. Plusieurs indicateurs sont là pour montrer la poussée scientifique chinoise. Bon, en matière de formation, avec le développement de l'enseignement supérieur depuis les années 2000, la Chine diplôme chaque année les plus larges effectifs de scientifiques et d'ingénieurs du monde. Elle encourage ses étudiants aussi à se former à l'étranger, un certain nombre sont présents ici,
Elle forme ses ingénieurs dans les centres de recherche et développement des entreprises multinationales installées en Chine. Elle recrute aussi des ingénieurs et des scientifiques dans les grands centres de high-tech mondiaux, comme le Silicon Valley, la région de Boston, ou Israël, ou en Europe. Sans parler, bien sûr, elles choisissent plutôt des scientifiques qui parlent chinois, hein, et sans parler des nombreux Taïwanais aussi, à la fois ingénieurs, scientifiques et managers qui sont installés en Chine. On parle d'1 million de Taïwanais qui sont à l'heure actuelle, qui travaillent dans des entreprises souvent high-tech. En matière de financement, ce sont la Chine, quand même, là, je montrais une image sur les plans de substitution chinois. Vous voyez que dans le Made in China 2025, vous avez dans tous les secteurs high-tech, généralement, on a des objectifs de substitution aux importations. C'est-à-dire que la production doit être de plus en plus nationale. Hein, entre 50, souvent entre 50 et 80%. Bon. En matière de financement maintenant, la Chine, elle fournit un effort considérable, puisque ses dépenses de financement, c'est pas simplement, on a tendance à dire c'est 2% du PIB, mais en fait, en chiffre absolu, c'est plus à l'heure actuelle que les dépenses de recherche et développement de l'ensemble de l'Europe. Et la Chine est en train de rattraper les États-Unis. Bon, en matière de brevets maintenant, malgré un nombre de brevets qui est très très important du côté chinois, leurs retours commerciaux restent très faibles par rapport aux brevets américains. La balance des brevets, c'est-à-dire le ratio entre ce que la Chine paye à l'étranger et ce qu'elle reçoit de l'étranger en brevets et licences, est encore très défavorable à la Chine. Vous la voyez tout à fait au bout de la ligne, par rapport aux pays de l'OCDE et même par rapport aux autres pays des BRICS. Hein, donc la Chine, si on s'en tient à ces chiffres, elle se situerait encore comme un assembleur, conformément à la fameuse courbe du sourire de Stan Che, vous voyez, qui montre que les multinationales, en fait, gardent le contrôle de la recherche et développement et du branding et du design, les activités en amont à forte valeur ajoutée. En aval, elles gardent la distribution, le marketing et la vente, qui sont aussi d'autres activités à forte valeur ajoutée, et elles délocalisent, notamment en Chine, tout ce qui est manufacture, c'est-à-dire la part la plus faible de la valeur ajoutée. Si on s'en tient juste à ces figures, hein. Pourtant, certains indices témoignent des progrès notables des entreprises chinoises high-tech à l'exportation. Par exemple, on a les entreprises nationales chinoises. Vous voyez, entre 2000 et 2015, dans le high-tech, elles sont passées de 15 à 19% des exportations. Hein. Ça, c'est important. Alors, même si ça peut différencier selon le secteur. Hein. Et puis, d'autres, comme la masse de la recherche et développement chinoise est axée sur les entreprises et aussi sur le développement. Hein, la recherche fondamentale chinoise ne représente que 5% de la recherche, ce qui est très peu par rapport aux autres pays. Par exemple, comme la Russie, le Japon, etc., qui dépensent généralement 2 à 3 fois, entre 10-15% de la recherche sur la recherche fondamentale. Bon. Si on compare la recherche des entreprises chinoises maintenant à celle des multinationales, hein, il y a un classement qui est fait par PricewaterhouseCoopers, hein, de toutes les dépenses des R&D, de recherche et développement des multinationales. La Chine n'apparaît n'apparaît pas dans le top 25 de ces 1000 entreprises les plus innovantes. La première entreprise qui apparaît, c'est Alibaba, à la 56e place, avec 5 milliards de dollars d'investissement par an. Alors, en fait, ces classements ne veulent rien dire, puisque ces investissements en R&D
ne sont pas liés aux résultats commerciaux des entreprises. Ils n'ont pas de répercussions réelles sur les résultats commerciaux des entreprises en termes de vente, de profit, de dividendes versés aux actionnaires. Ces résultats, l'investissement en recherche et développement ne se répercute pas nécessairement sur les ventes. Et c'est précisément le cas des compagnies chinoises. Le croisement entre les données macroéconomiques et les données microéconomiques au niveau de l'entreprise nous montre que les grandes compagnies high-tech chinoises ne se sont pas développées à partir d'innovations technologiques, mais que leur croissance est due essentiellement à deux facteurs. Des innovations dans les applications et la commercialisation des technologies existantes, qui sont dues à la dimension du marché. Et alors là, je pense, bien sûr, les grandes compagnies high-tech chinoises, vous les connaissez. Je pense aux téléphones mobiles, Vivo, Oppo, Xiaomi, aux portables avec Lenovo, aux équipements télécoms avec Huawei, ZTE, à l'électroménager avec Midea et Haier, au commerce en ligne avec Alibaba, Tencent et JD, au moteur de recherche avec Baidu et aux véhicules partagés avec Didi. Donc, bon. Ça, le deuxième facteur de croissance des entreprises chinoises, il est lié tout simplement aux barrières à l'entrée. Les entreprises chinoises ont construit leur compétitivité sur toute une série de mesures qui sont fournies par la politique du gouvernement. Pas seulement en ce qui concerne les marchés publics. Par exemple, vous voyez, toutes les entreprises qui sont à droite, elles ont massivement été utilisées par les marchés publics. Pour Goldwind, tout ce qui est énergie verte, Trina Solar, DGI Innovation, China Railway Corporation, tout le programme du TGV, bien sûr, a entraîné, a poussé ces entreprises chinoises. Donc, pas seulement du fait de ces politiques de marché public chinois qui ont favorisé les entreprises chinoises, mais aussi dans la finance, les assurances, les télécommunications, l'Internet, qui est protégé par la grande muraille numérique, de la concurrence essentiellement américaine. Donc, ça a formé des oligopoles profitables qui se sont créés sur ces deux bases. Application de technologies importées et protection par rapport à la compétitivité étrangère. Donc, tous les discours sur l'innovation de rupture, les découvertes, ne tiennent pas, en fait, d'un point de vue de développement et d'un point de vue historique. D'un point de vue de développement, on ne peut pas nier, par exemple, que le programme chinois de TGV, qui est construit sur de la rétro-ingénierie, vous voyez très bien que toutes les rames chinoises, là vous avez Bombardier à droite, la version chinoise, là vous avez Kawasaki Heavy Industries, le Shinkansen japonais, la version chinoise. Vous avez Siemens, la version chinoise à gauche, et vous avez Alstom et sa version chinoise. C'est du copier-coller, quoi, quelque part. Donc c'est très inspiré, il y a un programme qui est fondé sur la rétro-ingénierie, mais c'est un succès, puisqu'en 10 ans, la Chine a construit 20 000 km de TGV, plus que le monde entier. Entre 2007 et 2017, la Chine a construit à elle seule plus de lignes de TGV que dans l'ensemble du monde. Bon, et ça ne se borne pas aussi à ça. Il y a aussi les centrales nucléaires. La Chine aujourd'hui, avec beaucoup de partenariats qui sont développés avec de l'étranger, est en train de construire toute une série de centrales avec les Anglais, les Français, etc. Donc les Allemands. Donc d'un point de vue historique aussi en même temps, l'innovation et la technologie peuvent rapidement se mouvoir d'un pays à un autre. Ça, on l'a vu, l'Italie du XVe siècle, on a vu que c'était le principal creuset européen de l'innovation et de la création. D'accord ? Mais c'est le Portugal et l'Espagne au XVIe siècle qui sont devenus les grandes puissances, parce qu'elles avaient la volonté politique et les capacités de financement pour recruter des navigateurs comme génois, comme Christophe Colomb, qui ont justement permis de découvrir l'Amérique et de donner la prospérité à ces pays-là. Donc, la même façon, un autre exemple, regardez, le cinéma
l'aviation, l'automobile ont été découverts en Europe à la fin du XIXe siècle. Mais ce sont les États-Unis, avec la taille de leur marché, qui ont développé le taylorisme, le fordisme, Hollywood et le transport aérien à une échelle sans précédent. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir qu'on va passer des inventions aux applications et illustrer un petit peu cette tendance à travers l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, on peut dire que c'est le meilleur exemple de la priorité qui peut être donnée aux applications sur l'invention. Qu'est-ce que c'est d'abord l'intelligence artificielle? Ça a été lancé d'abord l'idée a été lancée par Alan Turing, le fameux informaticien en 1950. Il a posé la question, est-ce qu'un ordinateur peut communiquer assez bien avec un humain pour le persuader qu'il est humain lui aussi? C'est la première chose. Bon. Ensuite, l'informaticien John McCarthy et son équipe, un Américain, qui a inventé le terme intelligence artificielle en 1955 et qui ensuite s'en est un petit peu mordu les doigts, a dit que ce terme pouvait prêter à confusion. Pourquoi? Parce que la question réelle est de découpler la résolution des problèmes d'un quelconque besoin d'être intelligent. C'est-à-dire de construire des machines qui se conduisent comme des êtres intelligents. L'intelligence artificielle est donc, pour paraphraser Clausewitz, comme le fait Luciano Floridi du laboratoire d'éthique de l'intelligence artificielle d'Oxford, la poursuite de l'intelligence par d'autres moyens. L'intelligence ne désigne pas ici la conscience, mais la capacité des systèmes informatiques de réaliser des tâches demandant l'intelligence humaine, comme la perception visuelle, la reconnaissance vocale, la traduction entre langues, la capacité de faire des associations ou, dans les domaines d'action, par exemple, d'évaluer une situation et d'agir de façon adaptée. Dans le passé, les systèmes informatiques devaient être programmés pour des tâches spécifiques. Aujourd'hui, avec le machine learning, un type d'intelligence artificielle, ça fournit aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement reprogrammés. Les programmes de machine learning permettent aux ordinateurs d'apprendre sans être explicitement reprogrammés, en s'adaptant à des masses de données et de croître. Certains programmes sont déjà commercialisés. Par exemple, vous connaissez tous Siri sur Apple, sur les iPhones. Ou alors les assistants virtuels lancés par Amazon comme Alexa ou Google Home, qui sont liés à beaucoup d'ailleurs de partenaires de la distribution. La forme la plus avancée d'intelligence artificielle, c'est le deep learning, l'apprentissage profond, qui imite le travail des neurones du cerveau humain pour aboutir à des décisions. Le deep learning a été devenu célèbre en Chine quand il a été lancé par la firme Google et il a battu le champion, le AlphaGo, le programme AlphaGo a battu le champion du monde de Go en mai dernier, ça a été suivi beaucoup, et comme la nouvelle génération des applications de l'intelligence artificielle est fondée sur la numérisation, les grands groupes informatiques et Internet ont tendance à être les leaders de l'intelligence artificielle. À une exception près, quand même, l'automobile. Pourquoi? Parce que 40% du parc mondial de robots se trouve dans l'automobile, et puis que l'automobile aussi a un projet, comme vous savez très bien, de véhicule autonome, qui est quasiment à la phase de réalisation à l'heure actuelle. Les applications à part l'automobile aussi, les applications de l'intelligence artificielle, elles peuvent s'étendre à beaucoup d'autres secteurs. La grande distribution, avec une anticipation de la demande, une gestion, comme on le verra tout à l'heure, des grands stocks, des grands entrepôts, la distribution d'électricité, avec les smart, les compteurs intelligents
qui permet d'économiser beaucoup, de prévoir la consommation d'électricité, toute une série d'applications aussi dans l'industrie, avec le design, l'invention de nouveaux matériaux, l'efficacité des produits, l'automatisation de la production, dans la santé, avec la découverte de nouveaux médicaments, l'amélioration des techniques d'imagerie, la radiologie et de radiologie, une identification des groupes de patients à haut risque, une adaptation des thérapies à chacun, des tests de diagnostic plus avancés, une meilleure gestion des hôpitaux, etc. Beaucoup de ces applications potentielles, elles sont déjà connues, comme la reconnaissance d'images avec les tags automatiques sur Facebook, par exemple, ou dans les caméras de vidéosurveillance, ou la recommandation de musique sur des sites comme Netflix, Spotify, et la maintenance prédictive. Ces applications, elles sont déjà mises en valeur par des grands groupes. Bon. Donc il ne s'agit pas d'un engouement ou d'un boom qui va être suivi d'un crack, comme on a vu ça sur les technologies de l'information au début des années 2000. Là, il s'agit d'un commencement réel d'un nouvel âge, d'une nouvelle époque. Et certaines sociétés, par exemple entrantes, qui ont utilisé l'intelligence artificielle, comme Uber, ont déjà bouleversé des secteurs comme celui de l'industrie des taxis. Donc on voit bien les potentialités. Le développement maintenant de l'intelligence artificielle, il est soumis à 3 conditions. L'abondance de données, le big data, qui est en pleine croissance au niveau mondial. Produit, d'abord, ça c'est les objectifs, va fournir à l'intelligence artificielle sa matière première, puisque les machines, ça permet de réduire les erreurs des machines, l'abondance du data. Bon. Cette abondance détermine aussi la production et l'efficacité donc, de l'intelligence artificielle. Bon, la Chine est évidemment bien placée, vu son abondance de data. Bon, deuxième condition, c'est la puissance des ordinateurs. Et la Chine est en première ligne. Avec son programme national sur les circuits intégrés qui a permis de construire le plus grand ordinateur du monde, ce nouveau Taihu Lite, sans processeur américain. Et puis, d'ici 2019, la Chine entend multiplier par 10 ses capacités de calcul en construisant un hyper-ordinateur dont la capacité de calcul sera égale aux 500 plus grands ordinateurs du monde et qui doit permettre l'expansion maritime chinoise en traitant les données des océans du monde. Bon, ça, ce sont des plans qui sont déjà lancés. Troisième condition du développement de l'intelligence artificielle, c'est la variété et la sophistication des algorithmes. De machine learning ou deep learning. Ils sont déjà présents à l'heure actuelle, ils sont disponibles en open source. Le seul retard tient à la formation des talents. Et ceux-ci manquent cruellement et sont facilement recrutés par les autorités chinoises à l'heure actuelle et par des startups chinoises, essentiellement aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Alors, l'engouement. Maintenant, la Chine, bien sûr, s'est lancée à fond dans l'intelligence artificielle et elle veut, bien sûr, comme chaque fois qu'on lance un plan, dominer le monde entier par rapport à ça. Alors voilà les plans de l'intelligence artificielle chinoise à l'horizon 2030. Bon, elle possède quand même 42% des chercheurs scientifiques dans l'intelligence artificielle, mais l'influence de ces papiers vient au 3e rang, après les États-Unis et l'Angleterre. Donc les talents ne sont pas encore... la qualité des chercheurs n'est pas aussi forte sans doute que celle des chercheurs qui existent aux États-Unis et en Angleterre. Bon. Les États-Unis restent le premier écosystème mondial de l'intelligence artificielle en termes de financement, de nombre de compagnies, de nombre et de variété de start-up. Les USA sont aussi les plus attractifs parce que, avec 66% des investissements mondiaux en intelligence artificielle, la Chine vient simplement en second plan. Et puis,
la Silicon Valley, San Francisco attirent à eux seuls 40% des investissements mondiaux. Principaux deals de fusion-acquisition dans le domaine de l'intelligence artificielle, vous voyez, ils ont été faits par les USA plutôt que par la Chine, avant les Chinois. Mais la situation change très rapidement. Les principales startups chinoises à l'heure actuelle dominent les investissements sur les logiciels, la voiture sans chauffeur, en matière de capital risque aussi. Les investissements chinois sont les seconds du monde par rapport aux États-Unis dans tous les secteurs leaders de la haute technologie. Vous voyez, la fintech, c'est la technologie financière, la réalité virtuelle, le véhicule autonome, les objets connectés, l'éducation, la robotique, les imprimantes 3D, etc. Donc là, on a une... Et puis, le secret de ce rattrapage, c'est quoi? C'est l'idée qui a été développée par beaucoup d'économistes, mais d'abord par Acemoglu, un économiste du MIT, que la taille du marché est un facteur clé de l'innovation. En décembre 2016, on va l'illustrer, la Chine avait 731 millions d'usagers d'Internet, autant que les USA et l'Europe ajoutés. 95% d'entre eux sont des usagers de smartphones, vous le voyez ici. Donc, et la génération numérique, ce qu'on appelle en anglais les digital natives, dont vous faites partie, dont beaucoup d'entre vous font partie, est définie comme les internautes qui sont âgés de moins de 25 ans. Elle est évaluée à 280 millions de personnes, pratiquement les mêmes effectifs que les internautes américains. Environ 68% des internautes, ils effectuent leur paiement en ligne. 496 millions. Donc c'est énorme par rapport à ce qui se fait ailleurs. C'est à peu près... donc l'expansion numérique, elle est très liée aux produits à bas coût qui ont été fournis par l'industrie chinoise. Par exemple, les mobiles. En 2007, il n'y avait que 5% de mobiles nationaux en Chine. En 2017, il y en a 90%. C'est Xiaomi, etc. Donc ça a été vraiment une politique de substitution à l'importation qui a marché. Et puis aussi, c'est dû aussi à la réglementation très laxiste en matière de propriété intellectuelle. Pendant des années, les Chinois ont pu télécharger ce qu'ils voulaient, la musique, les livres, du monde entier, à travers Baidu, tout ça, c'était très laxiste, jusqu'au moment où l'IFPI, l'International Federation of Phonographic Industry, le grand gendarme américain de la propriété intellectuelle, a dit « Mais oui, il y a 99% des téléchargements en Chine qui sont tout à fait illégaux, donc il faut resserrer la réglementation. » Alors, en fait, ça avait permis entre-temps une envolée du commerce en ligne. Le commerce en ligne, à l'heure actuelle, il est passé de moins de 1% du total mondial en 2005 pour la Chine à 40% du total mondial en 2016. Une valeur supérieure au commerce en ligne de la France, de la Grande-Bretagne, du Japon, de l'Allemagne et des USA réunis. Donc la valeur du e-commerce qui est effectué en mobile, vous voyez, elle est supérieure de 11 fois à celle des États-Unis. Et puis la puissance des ordinateurs, elle a été stimulée par ces politiques de commerce en ligne, par le soutien du gouvernement, pas simplement par le soutien du gouvernement pour créer les supercomputers. En 2016, pendant la journée de promotion des célibataires qui est lancée pour le 11 novembre sur le modèle du Black Friday américain, Alibaba a fait l'équivalent de près de 18 milliards de dollars de ventes. Plus de 15 fois les ventes réalisées par le Black Friday américain. Là, on a l'abondance du data, et puis, vous voyez les chiffres d'Alibaba. Voilà, et comparé, et il a battu en plus ses propres records, puisque cette année, il a fait près de 25 milliards de dollars. Il a augmenté de 40% Alibaba, ces chiffres. Alors je vais vous montrer quand même
illustrer hein, comment ça se passe. Hein, oui, normalement, oui, on va demander si oui. Comment se gère hein, 120 000 transactions à la seconde. C'est ce qu'a fait Alibaba. Il faut sortir. Ouais. Toujours pas. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle en acte. Hein, ça a été fait en Angleterre, dans les entrepôts d'Amazon. Un an plus tard, c'est reproduit en Chine, dans les entrepôts d'Alibaba, qui gère sur ces super ordinateurs, donc 120 000 transactions pendant le 11 novembre à la seconde. Donc, ces grandes plateformes mondiales comme Alibaba et puis à la suite Baidu et Tencent, elles ont reporté le record mondial des ordinateurs les plus efficaces dans le classement Sort Benchmark, qui est un peu les Jeux olympiques des ordinateurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut gérer un flux de demandes qui est considérable. Hein. Donc, comme je le disais, Alibaba, en 2017, a battu son propre record, 25 milliards de dollars. En une journée, c'est l'équivalent. C'est plus que le commerce en ligne. Déjà, l'an dernier, c'était plus que le commerce en ligne de l'Espagne pendant une année. Voilà. Donc, on voit bien que là, on est face à un gigantisme. On est face à un gigantisme qui est considérable. Et voilà vous voyez la comparaison entre Alibaba à gauche et puis Leading US Online Payment System, ça doit être Amazon. Hein, bon. Donc vous avez donc ces BAT, elles ont cru, c'est Baidu, Alibaba, Tencent, ces grandes entreprises, elles ont cru avec le commerce en ligne et puis elles se sont diversifiées avec la poursuite de franchises sur les petits magasins du commerce de détail dans les petites villes comme Alibaba. Et elles se sont diversifiées dans la finance avec le FinTech. Alibaba propose des dépôts qui sont rémunérés beaucoup mieux que les banques d'État avec son système Yuebao. Hein. Et puis, dans les transports, les loisirs, etc. Bon, Tencent, lui, avec son application WeChat qui concerne 900 millions de personnes, ben, elle s'est spécialisée dans le paiement en ligne aussi, les dépôts de loisirs, etc. Et puis Baidu a créé de son côté le laboratoire d'intelligence artificielle, le laboratoire national, avec l'appui avec le Beida, Tsinghua, Beirang, un grand laboratoire, une grande plateforme nationale d'ingénierie qui est ouverte sur l'intelligence artificielle et qui se centre sur toutes les technologies les plus avancées, notamment le deep learning. Bon, la puissance de ces grands groupes comme Alibaba, Tencent, dont la capitalisation boursière dépasse les 400 milliards d'US dollars, ben, elle leur permet d'acheter une grande partie des startups hein, qui sont
qui sont sur le marché ou de contrôler la moitié des startups. C'est un degré de concentration qui est bien supérieur à celui du marché américain, du club des FANG, ce qu'on appelle les FANG, Facebook, Amazon, Netflix et Google. Vous le voyez à droite, le marché américain est beaucoup moins concentré dans l'acquisition des startups. Bon, alors, un des avantages réels de la Chine, c'est la rapidité de ses développements. Ce qu'un rapport de Boston Consulting Group qui a été fait avec le département de recherche d'Alibaba et Tencent vient de montrer tout récemment, on appelle ça la China Speed. C'est quoi? Déjà, sur les 5 premières, les top entreprises du monde de l'Internet, il y en a 5 chinoises. Vous voyez? Bon, et puis la Chine, aujourd'hui, en matière de capitalisation boursière, ce qu'on appelle les unicornes ou les licornes, c'est-à-dire les startups qui dépassent les 1 milliard d'US dollars au niveau du marché de leur capitalisation, vous voyez, il y en a 29% en Chine, mais au niveau de la capitalisation, elles sont en train de rattraper très vite les Américaines. Il y a 112 licornes aux USA, 63 en Chine, donc la Chine est en train de rattraper. Hein. Et puis pour finir, l'Internet chinois est beaucoup plus concentré que l'Internet américain. Vous regardez, là, il a fallu 9 ans, hein, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus concentré. Il a fallu 9 ans à Taobao pour faire le travail, pour capter 50% du marché, alors qu'il en a fallu 14 pour Amazon. Et puis, il a fallu 6 ans pour le dernier, là, alors que, bon, la plupart des entreprises américaines ne captent pas 50% du marché, et la plupart des entreprises chinoises captent la masse du marché. Alors, on peut poser la question maintenant la question c'est, qu'est-ce qui va arriver? La Chine est-ce qu'elle va passer du statut de suiveur rapide, de fast follower, à celui de concurrent par rapport aux États-Unis? Eh bien, il y a une convergence. Tous les éléments sont là pour montrer que, en puissance de data, hein, à l'horizon 2030, la Chine aura 30% des data mondiaux, on pense. À disposition d'algorithmes, les algorithmes sont disponibles à l'heure actuelle sur des plateformes ouvertes le plus souvent, et puis en puissance de calcul aussi, la Chine est tout à fait haut niveau. Hein. Ça commence d'ailleurs à inquiéter sérieusement les Américains. La Chine dispose en même temps d'un avantage comparatif, puisque c'est la première puissance manufacturière du monde. Elle a dépassé les États-Unis en 2010, ok, on le voit, et puis que dans le cadre de la 4e révolution industrielle, hein, qui est justement l'interaction des systèmes cybernétiques, des machines, hein, qui sera animée par l'intelligence artificielle après la 3e révolution industrielle de l'informatique, bien, c'est cette capacité manufacturière de la Chine, elle entend bien la mettre à son profit en faisant aussi de la substitution à l'importation. Là, vous voyez, tous les plans montrent que les objectifs chinois, ça consiste à dire, on veut une production nationale de plus en plus importante, un contenu... bon. Donc, l'intelligence artificielle, elle est au cœur des systèmes cyberphysiques de production qui marquent cette 4e révolution industrielle. Donc, finalement, bon, même si la Chine se classe pour 93e place pour l'ouverture de ses données gouvernementales, ça pose un problème. D'ailleurs, la Chine est en train de réviser cela parce que le data public est insuffisant. Hein. Ça n'empêche que la dernière question qu'on peut poser, parce que je vois que j'ai assez parlé, c'est que les États-Unis sont en train de s'inquiéter. Sont en train de s'inquiéter de ces développements. Le président américain, par exemple, a convoqué tous les dirigeants des sociétés informatiques en juin dernier en leur disant « Oh là là, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour rattraper cette avance chinoise, par exemple, dans la puissance de calcul ?»
Dès 2021, il va être question de lancer aussi un super ordinateur américain. Et puis, mais ça se jouera en fait sur les technologies quantiques, sur les ordinateurs quantiques sur lesquels les Américains sont aussi très développés, très avancés. Donc il va y avoir une course-poursuite aussi dans ces technologies. Mais un dernier aspect, d'abord qu'il faut aborder, c'est que l'intelligence artificielle, d'après Stephen Hawking, qui est, vous savez, l'astrophysicien, il a dit c'est ce qui a pu arriver de mieux ou de pire pour l'humanité. Pourquoi ? Parce que ça peut développer la productivité, mais ça peut aussi développer la destruction, parce que ça a des conséquences géopolitiques considérables. Si on commence à faire la guerre avec l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est quelque chose qui peut dépasser l'imagination au niveau de la rapidité des systèmes de destruction, la destruction des populations civiles, etc. Et donc, on est en train d'en discuter dans toute une série de forums. Xi Jinping a lui-même créé, c'est pas un forum pour ça, mais il a créé une commission spéciale pour l'intégration des développements civils et militaires. S'entend bien que c'est les développements des civils, du BAT qui est très fort, mais il entend bien que ça serve au développement de la défense nationale. Donc, il y a des enjeux géopolitiques qui sont considérables, et là-dessus, il faut qu'il y ait une réglementation, il faut qu'il y ait une discussion internationale, une tribune sur ces questions-là, qui est en train de se créer un petit peu aux Nations Unies. Il y a un office de désarmement qui a commencé à faire une première réunion là-dessus. Mais je voulais montrer juste une dernière vidéo pour vous montrer quelle peut être la capacité de destruction de robots. Et on conclura là-dessus. Imaginez que les robots que vous allez voir sont équipés d'armes létales. Voilà, peuvent tuer. Voilà, c'était fort. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est sympa. Oui, mais imaginez qu'ils sont équipés d'armes létales. Et il y a toute une question, tout un débat. Est-ce que les robots, quand ils tuent, qui est-ce qui... Oui, Entre chien et chat. Voilà. Bien, merci. On va s'arrêter là parce que j'ai déjà parlé assez.